Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, nous rencontrons Valérie Bugeaud pour parler du miracle des 30 Glorieuses et des leçons politiques à en tirer. Effectivement, tout le monde en parle des 30 Glorieuses, surtout nos parents ont de très bons souvenirs des 30 Glorieuses, ça marchait. Et maintenant on a les 30 piteuses, pour pas dire les 30 horribles. Et donc derrière il y a des pistes aussi pour repenser à la politique française, réinitialiser la politique française. Sur quelle base réinitialiser la politique française? Donc nous avons la chance d'avoir travaillé avec Valérie Bugeaud pour préparer cette interview. Donc la première partie, ça sera une introduction sur la citoyenne Valérie Bugeaud. Qui êtes-vous? Et puis la première grosse partie, ça sera le miracle des 30 Glorieuses. Au niveau de ce miracle-là, il y a trois sous-parties. Il y a le CNR, il y a la création monétaire au service de l'économie, de la reconstruction, et puis le renouveau politique, où il y a eu cet équilibrage en fait entre le politique et l'économique. Ça sera la première partie, le miracle des 30 Glorieuses. On aura une deuxième grosse partie, le verre est dans le fruit, c'est-à-dire les facteurs en interne et surtout en interne qui ont amené finalement à la fin de ce miracle des 30 Glorieuses. Et donc une partie très économique avec le circuit du trésor et puis une partie de la trahison des politiques de gauche, de droite. Et puis enfin la troisième sous-partie, ça sera l'intégration dans les institutions européennes. La troisième grande partie sera la situation actuelle avec la fin de la souveraineté, à la fois monétaire, juridique et territoriale, avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Et puis la quatrième partie sera les conclusions politiques. Qu'est-ce qu'on peut penser, réfléchir pour le futur? L'analyse en fait des erreurs du passé à ne pas reproduire, avec ce concept de responsabilisation du politique, la fin du régime des partis et la fin du régime parlementariste représentatif à l'anglaise sous lequel on vit, modèle politique sous lequel on vit. Et puis le mot de la fin, ça sera la conclusion avec ce qui se passe avec les Gilets jaunes et comment vous voyez, comment vous avez analysé en fait le cycle des événements Gilets jaunes. On va commencer par l'introduction. Citoyenne Valérie Bugeaud, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et pourquoi vous faites un live avec les constituants aujourd'hui? Bonjour les Gilets jaunes constituants. Alors je suis docteur en droit, je suis ancienne avocate fiscaliste et désormais je fais des analyses de géopolitique économique, monétaire et juridique, effectivement, puisque je suis juriste de formation. Pourquoi est-ce que je fais un entretien aujourd'hui avec vous? Mais parce que vous m'avez sollicité, que j'ai remarqué que vous faisiez un travail efficace, que vous avez fait des interviews avec d'autres gens que j'estime et dont je reconnais la qualité du travail. Donc il m'a semblé que vous étiez des gens sérieux. C'est très gentil, merci toute cette flatterie. Alors vous êtes aussi écrivaine, écrivainte? Je suis écrivain, mais je ne suis pas écrivain. Je fais des analyses géopolitiques économiques, j'écris nécessairement des articles et j'ai écrit 4 livres jusqu'à présent, et dont celui-là est l'avant-dernier. Attendez, je vais vous le donner, vous allez juste le prendre dans les mains parce qu'avec le cadre, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Levez-le un tout petit peu plus haut, voilà. Les raisons cachées du désordre mondial, analyse de géopolitique, économique, juridique et monétaire. Et donc là, on retrouve votre expertise au niveau juridique et monétaire par votre métier. Qui est un recueil d'articles. D'accord. Recueil d'articles. On va passer à la première partie, le miracle des 30 Glorieuses. Tout le monde, dans chaque famille de Français, on sait, quand on demande aux parents les 30 Glorieuses, comment ça se passait, tout le monde a les lueurs les étoiles dans les yeux. C'était merveilleux, il n'y avait pas de chômage. Les gens avaient de l'espoir que la prochaine génération, ça puisse s'accomplir mieux, plus loin. Enfin, c'était le rêve français en fait. Ils ont eu le rêve américain, nous on a eu le rêve français. C'était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'était la remise en route économique de la France détruite par la Deuxième Guerre mondiale.
et ça a été, c'était un miracle. Alors les 30 Glorieuses, ça s'est fini dans les alentours des années 70-73, la crise du pétrole. Oui, on peut les arrêter au moment où De Gaulle est parti, puisque grosso modo, ça a à peu près correspondu aux années de Gaulle, à la fin des années de Gaulle. Aux années de Gaulle. Et alors, Même là, si elles ont perduré jusqu'au début des années 80, mais on peut dire années 50-80, les 30 Glorieuses, mais en réalité, effectivement, les ferments des 30 piteuses étaient là dès les années 70. donc nous on a vécu les 30 piteuses, ça c'est sûr. C'est sûr. Là on est en train de vivre les 30... un nouveau Là on cycle. est en train de vivre la fin de la France, de la nation, de l'État. L'imaginaire français a véhiculé jusqu'à ce jour. Pour vous, avec votre métier et vos analyses, on est en train de vivre la fin du pays? La fin de l'État français et la fin de la nation française, bien entendu, c'est clair. On est en train de vivre une disparition intégrale de tout ce qui a fait l'État. Parce que nous, on a pris les ronds-points, on a pris les péages, on a pris la rue chaque samedi. Enfin, c'était une réaction épidermique, en fait, instinctive. On n'a pas trop théorisé là-dessus. Pourquoi on le faisait? Parce qu'on le faisait parce que c'était pour la dignité, c'était pour le respect de nos anciens. On voyait que tout va mal à tous les niveaux. Dans les EHPAD, ça coûte une fortune. Et puis, ça coûte une fortune. Et puis, on a nos anciens qui sont en train de croupir dans leur piste pendant des heures, pendant les épidémies de gastro. Et ils n'ont pas assez de personnel soignant. Et puis, derrière, c'est coté en bourse et il y en a qui font du profit sur la misère humaine. On voit bien une précarisation du travail. On voit, donc, ça nous a amené, on n'a pas d'autre choix. Enfin, déjà, on avait la corde autour du cou. Donc, c'était ça ou disparaître dans les cachets, dans les cachetons, dans l'alcool. Donc, c'était une réaction épidermique. Et là, vous nous dites finalement que cette réaction épidermique, ça répond à quelque chose de beaucoup plus abouti. C'est la destruction du pays. Pour vous, c'est Bien entendu. Enfin, vous vivez comme chaque Français vit dans son quotidien, au jour le jour, la descente aux enfers, la décadence et de ce que le processus politique d'un État véhicule. Complètement. Derrière, c'est la fin de la France. C'est-à-dire que c'est comme si qu'en 40, les Allemands avaient gagné, quoi. Absolument. L'analogie est parfaite. D'accord. Donc, ok. Donc, ça veut dire qu'on va dans le bon sens et qu'on se bat pour ce qui est bien, beau et juste. C'est déjà pas mal. On va revenir à ces histoires de Deuxième Guerre mondiale avec le CNR. Donc, ce Comité national de la résistance. Conseil national de la résistance. Excusez-moi. Donc là, ça a été fait en 1943 pendant la guerre. Ça regroupait des gens très divers. Il y avait des communistes, des gaullistes, il y avait des souverainistes plutôt royalistes. Ça a été toute la difficulté du processus, justement, de réunir des gens d'horizons aussi variés, avec des principes directeurs aussi divergents. Et ça a été une des grandes réalisations des réseaux de résistance et de leur capacité à générer le plus petit dénominateur commun pour recréer une cellule réellement politique de reconstruction de l'entité commune. Voilà. Alors, en 1943, la France était occupée. Donc au départ c'était pas simple. Le CNR a duré jusqu'en 1946 à peu près. Hein. En 1946 c'est la 4e République qui prend le relais et qui réinstaure des mécanismes que l'on avait connus avant, qui reprend un peu le contrôle oligarchique traditionnel de l'État. Mais là, dans cet épisode où la France est ravagée au niveau des ports, des routes, les bombardements, etc., les combats, il y a cette union, cette union sacrée de tous les patriotes, de tous ceux qui aiment le pays, pour introduire un renouveau politique, et politique au sens noble du terme, pas politique politicienne, où on a des gamelleurs et des magouilleurs professionnels, dans une situation extrêmement dégradée. Et donc là, c'est mettre au centre du combat politique le bien commun
l'arbitrage entre des intérêts divergents. On imagine bien que les ouvriers métallurgistes n'ont pas les mêmes intérêts que les agriculteurs ou les retraités. Et puis, c'est remettre de la vision à long terme avec cette notion de planification. Réorganisation de l'État, du fonctionnement régulier d'un ensemble géographique, en fait. Hein. Et donc, en fait, il y a eu des nationalisations. Là, le pouvoir oligarchique profond qui avait collaboré avec les nazis. Très largement, surtout dans les élites économiques, militaires et politiques. Donc, ces élites oligarchiques qui avaient bien collaboré, qui ont fait des fortunes, avec le mur de l'Atlantique par exemple, des choses dans le genre. Là, elles se retrouvent finalement en position défavorable à la libération. Absolument. Le CNR a réussi à imposer la nationalisation des médias, des banques. La première et la plus importante, c'est la nationalisation du système bancaire et la nationalisation aussi de l'énergie, puisque vous avez EDF qui est né en 1946, si mes souvenirs sont bons. Vous avez donc la nationalisation des médias et la reprise en main politique, au sens propre du terme, du fonctionnement et de la structuration de l'État français. Effectivement, comme dit Annie Lacroix-Ritz, l'épuration n'a pas réellement eu lieu. En tout cas, les gens qui sont restés au pouvoir n'avaient pas les mains libres pour se payer sur la bête comme ils avaient pu le faire précédemment et comme ils ne se gêneront pas pour le faire dans les décennies qui suivront, comme nous en faisons aujourd'hui l'expérience. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, citoyenne, c'est que ce que les oligarques n'ont pas réussi à faire avec les nazis, ils vont réussir à le faire avec l'Europe. Absolument, c'est tout à fait ça. Alors là, on parle de nationalisation du Crédit Lyonnais en 1945, de la Société Générale en 1946, des assurances, c'était les AGF en 1945 aussi. Il y a aussi, au niveau de ces années charnières, alors la France était encore sous ticket de rationnement. Jusqu'en 1947, il y a eu des tickets de rationnement. Oui, absolument. La France était totalement ruinée et elle n'a dû sa reconstruction, ses capacités de reconstruction, au fait que le processus politique avait repris en main le processus monétaire en mettant en route, en remettant la Banque centrale sous contrôle politique et en instaurant le circuit du Trésor qui a permis de financer l'économie française sans faire appel à des capitaux étrangers. Alors justement, là on arrive à la deuxième partie, la deuxième sous-partie de ces 30 glorieuses, donc après le CNR, c'est la création monétaire au service de l'économie de reconstruction, le circuit du Trésor. Oui, c'est le CNR qui a permis ça et ça a été une des plus grandes réalisations qui a permis toutes les autres ensuite. La reprise en main de la création monétaire a permis la reconstruction française et a permis ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Alors ça, c'est sous la direction du plan quinquennal. Ça a été, oui, concomitamment. Oui, parce que la reprise en main politique du processus monétaire doit obligatoirement s'accompagner par une analyse très stricte de l'affectation de l'argent, donc où va l'argent qui est créé, de la capacité à suivre son évolution et à éviter de l'inflation, c'est-à-dire à éviter de créer trop d'argent par rapport aux richesses générées par l'économie qui est en train d'être mise en route. Donc le plan est nécessaire, si vous voulez, une analyse stricte des besoins économiques et du suivi de la création de richesses est tout à fait indispensable monétaire par le phénomène politique. Mais alors, par exemple, le parc nucléaire français actuel, ce qui nous fournit la majorité de notre électricité. Absolument. Au niveau aussi des barrages hydroélectriques, au niveau des lignes de chemin de fer, etc. Tout ça, c'est les résultats du plan. Bien entendu, et c'est le résultat des nationalisations et de la reprise en main politique de l'État par justement le phénomène qui gère le territoire pour le bien commun. Alors là, c'est l'autofinancement en fait des investissements qui sont nécessaires pour reconstruire le pays. Absolument. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les Américains
avaient des dollars français. Enfin, ils étaient prêts à imprimer, ils avaient déjà imprimé Oui, la monnaie. Et c'est De Gaulle qui s'est opposé à la mise sous tutelle financière de la France par les États-Unis d'Amérique. Du reste, De Gaulle a gardé toute sa vie une rancœur vis-à-vis des Américains et une très grande méfiance. Les relations entre les Américains et De Gaulle ont toujours été très mauvaises. Donc il y avait déjà des dollars français pour le territoire français prêts à être utilisés. Oui, absolument, ils avaient été émis, mais ils n'ont jamais été mis en circulation. Parce que De Gaulle s'y est opposé, une fois de plus. Et donc il y avait quand même une idée vers la libération de la France, donc au-delà des boys, des GIs qui se sont fait trouer la peau pour nous libérer de la tyrannie nazie, mais il y avait quand même une tentative de récupération des élites oligarchiques de Wall Street, de mettre la main sur la France en tant que colonie. Bien entendu, mais de toute façon, cette tendance était lourde et déjà antérieure à l'avènement de la guerre. Mais alors, le plan Marshall, parce que on le connaît, enfin voilà, ce plan Marshall, le chewing-gum, etc. C'est pas ça qui a relancé l'économie française? Alors absolument pas, il faut écouter Annie Lacroix sur le sujet qui connaît très bien cette thématique. Il y a notamment en Allemagne, il y a quelques années, un colloque qui a éclairci de façon définitive le sujet et qui a abouti à la conclusion selon laquelle le plan Marshall n'a jamais permis aucune reconstruction. Il a permis aux Américains de vendre leur camelote. Hollywood, parce qu'il y avait un article par rapport à la propagande, enfin le cinématographique. Alors oui, alors ça c'est encore autre chose, mais ça a permis aux Américains de vendre leurs produits manufacturés en France, mais ça n'a pas permis, et en Allemagne et dans tous les États européens, mais ça n'a pas permis, à strictement parler, de reconstruire les pays, ni de générer les 30 Glorieuses. Le plan Marshall n'a permis que d'acheter des bas, enfin toute la camelote américaine qui est arrivée avec le renouveau industriel de la Seconde Guerre mondiale. Post-Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr, post-Seconde Guerre mondiale. Donc ça, je vous invite à étudier Annie Lacroix, à lire, écouter ces vidéos, puisqu'elle a travaillé sur ce sujet et elle l'établit de façon définitive. Le plan Marshall, c'est vraiment la poudre aux yeux qui nous fait croire que les Américains sont nos sauveurs, alors que le plan Marshall n'a jamais permis la reconstruction française. C'est la création monétaire au service du... Absolument. Ce qui a permis la reconstruction française, c'est la reprise en main politique de la création monétaire par la Banque centrale et par mise au service de l'État, c'est-à-dire du phénomène politique. Mais alors là, on est finalement dans un épisode très particulier de l'histoire de France, puisque le politique, là, reprend la main sur l'économique. Absolument. Sur les puissances économiques. Tout à fait. Et c'est dû à quoi? Ça ne serait pas dû au fait qu'il y ait 25% de communistes en France et qu'à l'extérieur, avec Staline, il y ait le bloc de l'Est? Ben oui, bien entendu. C'est dû au rapport de force politiques mondiaux qui s'était établi avec un bloc à l'Est, un bloc à l'Ouest, et les deux blocs étant très hiérarchisés, organisés, et qui se faisaient concurrence l'un l'autre. En fait, c'est l'équilibre des pouvoirs et de la terreur entre ces deux blocs qui ont permis le développement d'une ère, comme toujours, d'une ère de liberté et d'équilibre à l'intérieur des pays qui s'étaient situés entre les deux grandes puissances. Et en particulier l'Europe. L'Europe a bénéficié de cet équilibre politique et militaire. Des intervenants, Julien Carmelli nous dit mais par rapport aux outils agricoles, par rapport aux tracteurs, etc., est-ce qu'il y avait aussi un volet d'outils agricoles, de machinerie lourde, etc.? Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas travaillé sur ces sujets. Ça me paraît probable, mais je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Moi, je peux répondre par rapport à ça que oui, la révolution agricole s'est faite notamment sur deux aspects, c'est-à-dire recycler en fait les moteurs qui avaient été produits pour l'effort de guerre. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ont été réutilisés les moteurs dans des tracteurs. Et le deuxième point, c'est pour les engrais. Et en fait, c'est les stocks de munitions qui ont servi pour faire les engrais. Donc en fait, la révolution agricole s'est faite sous forme d'un recyclage des produits militaires qui avaient été faits lors de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au recyclage.
Est-ce que tu savais que les gaz de combat de la Première Guerre mondiale ont été recyclés en insecticides et pesticides? Tout à fait. Bah, c'est... Ouais, tout à fait. Toujours pire. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et, Alors- faites politique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu épuration en France après la période de collaboration de l'oligarchie. Oui, alors ça c'est ce qui nous est abondamment raconté, mais récemment Annie Lacroix-Rice a sorti un livre qui s'intitule La non-épuration et dans lequel elle explique que effectivement les échelons très inférieurs où certaines personnes ont été sacrifiées au titre de l'épuration, mais que la grosse partie des dirigeants français de tout point de vue, que ce soit autant militaires, politiques, économiques, sont sortis quasiment indemnes de leur épopée collaborationniste. Donc Et Renault a été nationalisé quand même, mais enfin, pas tous les autres. oui, ils ont fait. Il y a eu une apparente épuration sur les cas les plus évidents, et puis pour faire aussi un exemple, mais la réalité de terrain est que la plupart des élites oligarchiques qui avaient collaboré ont été mis un peu au vert et recyclés ultérieurement. D'accord. Donc là, Là, je vous renvoie sur les travaux d'Annie Lacroix-Rice. ça nous amène donc finalement à la fin de cette première partie, la fin des 30 Glorieuses, où il n'y avait pas de chômage, il y avait une inflation qui était contrôlée, qui était surtout pénalisante pour les rentiers, mais elle était compensée par l'inflation du salaire aussi. Oui, et puis l'inflation, elle a eu lieu à partir des années 70, donc elle n'a pas eu lieu tout de suite non plus. Je ne pense pas de mémoire, il faudrait revoir les courbes d'inflation, mais je crois que de toute façon, il n'y avait vraiment rien de dramatique. Cette inflation ne pénalisait pas les revenus du travail, donc elle n'était pas dommageable. Réellement dommageable pour la population française qui se remettait péniblement des conséquences de la guerre. Il y avait les acquis sociaux, il y a eu l'indépendance agricole, Absolument. l'indépendance énergétique, Absolument. un renouveau politique. Oui, C'était oui. les 30 Glorieuses, les gens étaient heureux, ils faisaient plein d'enfants, voilà quoi. Et puis, on va passer à la deuxième partie, le verre est dans le fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces 30 Glorieuses ne se sont pas prolongées plus longtemps? Eh bien, vous avez la réponse dans la partie d'avant, c'est-à-dire que les élites oligarchiques collaborationnistes, par essence collaborationnistes, sont en réalité restées en place et ne guettaient que le moment où elles auraient pu avoir les mains libres pour rétablir leur ordre personnel, individuel et privé, en mettant à bas l'ordre collectif qui avait été instauré par le biais du CNR à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est intéressant de voir en fait que la politique, c'est toujours un rapport de force. Bien C'est sûr. fondamentalement et constamment un rapport de force. Absolument. Et tout doucement, en fait, ce rapport de force qui était très pro bien commun, le peuple, les travailleurs, etc. Alors ça a commencé par les administrateurs de la Banque de France qui ont renoncé au système trésor. Absolument. Alors, on parle beaucoup de la loi de 73, mais en réalité, le processus était déjà en route et il relève de décisions internes aux dirigeants de la Banque de France qui eux-mêmes ont volontairement renoncé à ce système mis en place à l'occasion du CNR et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de façon à pouvoir s'aligner sur ce que les réseaux anglo-saxons avaient déterminé comme norme, qui était un financement par des prêts externes Sur le au marché, pays. c'est-à-dire qu'on va chercher sur les marchés les financements. Absolument, les financements sont extérieurs à l'État lui-même. Et ça s'est mis peu à peu en route. Alors effectivement, la loi de 73 est un échelon, est une époque de cette mise en place, mais elle n'est pas la seule. Cette loi a été confirmée par les traités européens, confirmée et radicalisée par les traités européens qui ont interdit le financement de l'État par la Banque centrale. La Banque centrale est devenue un pouvoir autonome, c'est-à-dire la Banque centrale qui gère la monnaie, donc qui gère l'affectation des ressources, est devenu un pouvoir politique, financier, autonome de celui de l'État. Et comme chacun sait, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc l'État, par ce biais-là, a été soumis, la souveraineté étatique a été soumise à la souveraineté monétaire, qui n'appartenait pas
et qui n'étaient pas faites pour générer du bien commun ou pour être au service de la population française. Donc en fait, là, s'il y a bien un poste qui est stratégique, administrateur de la Banque de France, et donc là, c'est véritablement un poste dans la France future qu'il faudra contrôler en transparence intégrale par le peuple et non pas laisser la technostructure, la technocratie se faire corrompre. Parce que derrière, c'est des hommes et des femmes et c'est corruptible. À ceci près que le concept de banque centrale n'est absolument pas indispensable à un État et qu'il est même antinomique avec la définition de la souveraineté monétaire. Puisque la banque centrale qu'on nous montre comme étant intimement liée à la définition de la nation n'a été créée en France, je le rappelle, qu'en 1800 par Napoléon Bonaparte. Jusque-là, on se passait très bien de banque centrale. En réalité, la banque centrale a été le moyen de prise en main du phénomène monétaire par les grands banquiers qui ont trouvé utile de générer un organisme centralisateur dont ils pourraient à terme ou immédiatement prendre le contrôle. Et ça s'est passé comme ça en Angleterre, en France et dans toutes les banques centrales du monde. Le contrôle de ces banques n'appartient pas au processus politique en tant que tel. Il appartient aux grands détenteurs de capitaux qui sont en même temps les propriétaires des plus grandes banques. Grosso modo, on est en face d'un choix. Soit on laisse le marché des capitaux être sous le contrôle de l'État, soit sous le contrôle des banquiers. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Le marché des capitaux, c'est autre chose. Là, la monnaie, la création monétaire doit être au service du bien public. C'est dans ce sens que la monnaie a été créée, que le concept monétaire a été créé. Le concept monétaire est par essence un processus politique. Et comme il est un processus politique, il doit être légitimement dans les mains de personnages qui sont des représentants politiques d'un État. D'accord, sinon on passerait sur de la haute trahison en fait. Sinon on passe sur la subversion du phénomène monétaire et sur la disparition de la souveraineté monétaire et donc étatique. D'accord. Et donc là justement par rapport à la disparition de la souveraineté, la deuxième sous-partie de le verre est dans le fruit, c'est l'intégration dans les institutions européennes. Bien sûr. Il y a eu tout un process, en fait, c'est monté en crescendo. On a eu le traité de Rome, on a eu la CECA, c'était pour l'acier, le charbon. On a eu après la première commission européenne avec Walter Hallstein. Donc apparemment un monsieur qui avait bien fricoté avec les nazis et qui avait travaillé à la grosse Europe mais sous les nazis. Absolument, mais ça c'est... Je renvoie à Asselineau qui a fait tout un tas de conférences sur le sujet, fort bien documenté. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne et lui-même était un juriste nazi. Et c'est en tant que juriste nazi qu'il avait été missionné pour établir les premiers plans par Hitler, par Hitler. Absolument, sous Hitler, pour établir les premiers plans de ce que pourrait être un grand marché européen politique, mais sous influence nazie. Donc en réalité, nous ne sommes pas dans un processus avec l'Union européenne, un processus de rupture, mais nous sommes dans un processus de continuation qui est pris en main depuis toujours par les élites oligarchiques. L'Allemagne nazie n'étant qu'une émanation de ces élites-là. Donc, une guerre mondiale, là, avec les médias de masse et les politiques collabos, ils sont en train de le réussir. Ils ont totalement réussi. Aujourd'hui, on est en fin de processus. Ça nous amène à la trahison dans les années 80, la trahison de la gauche avec 1983, puis les trahisons successives de la droite aussi. Finalement, ça s'est étalé, ça a continué dans les années 80. Jusqu'à finalement la fin de l'histoire, la chute du mur de Berlin. Oui, vous parlez de trahison, mais en réalité, si on se met dans une perspective historique et qu'on prend en compte le fait que les élites n'ont pas été épurées, pas tant d'une trahison que du fait que sont restés pendant toute la durée du XXe siècle en tant que
en France, et que ces élites-là ont par hypothèse, par vocation, de générer des profits et des intérêts, de coordonner leurs profits et leurs intérêts particuliers au détriment de ce qu'est la définition même d'un État et d'une nation. Et du bien commun. Et bien entendu. Mais ça, c'est un processus qui remonte même bien avant le XXe siècle, puisqu'il a été mis en place au moment de la Révolution française. Il a été mis politiquement en place en 1789 au moment de la Révolution française. Il y a eu des hauts et des bas, des reprises en main politiques, en particulier avec le CNR, mais il y a eu d'autres époques qui étaient un peu moins totalement dominées par les puissances d'argent, mais de toute façon, ce régime a vocation de générer ce genre d'inversion du pouvoir, c'est-à-dire de supprimer le pouvoir politique pour donner l'intégralité de la force de frappe aux puissances économiques. Voilà. Donc là, en fait, en face de cette mafia oligarchique qui tire les rênes, il va falloir faire une vraie épuration. Mais en réalité, nous assistons à un phénomène dans lequel la politique disparaît. Il n'y a plus de politique puisqu'elle est faite en sous-main par des gens qui sont anonymes et qui dictent des volontés à vocation privée. Donc c'est l'antithèse de ce qu'on appelle la politique, puisque la politique c'est l'organisation c'est l'organisation de la vie en commun. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'organisation, non pas de la vie en commun, mais d'un troupeau de bétail pour... c'est de la prédation, c'est de la prédation. Donc le phénomène politique a complètement disparu et j'ai envie de dire, vous les Gilets jaunes, vous êtes en train de réhabiliter la notion de politique, de prise en main politique de la définition de ce qui aurait toujours dû rester un État. Donc là, on arrive finalement à la situation actuelle où on est sur la fin de la souveraineté, c'est la fin, voilà, la fin de tout, fin de la souveraineté monétaire, fin de la souveraineté juridique. Absolument. Et ça nous amène au traité d'Aix-la-Chapelle, la fin de la souveraineté territoriale. Absolument, mais ça c'est la vocation et la logique ultime de l'intégration européenne. L'intégration européenne a pour vocation de supprimer les États-nations, de créer des petites entités qui seront centralisées par un pouvoir oligarchique, dont la gestion sera centralisée et dans les mains d'un pouvoir oligarchique, et donc de faire disparaître l'idée même de frontières, de nations, c'est-à-dire de cohésion sociale, culturelle, historique. Exactement. Et bien entendu, la suppression, la disparition de ce qu'on appelle la souveraineté monétaire et la souveraineté politique était une condition sine qua non à mettre en œuvre avant la disparition de la souveraineté. Mais alors, c'est dingue parce que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec des chars en 1940, les nazis, en fait les oligarques arrivent à le faire et ils ne le font pas avec des chars. Cette fois-ci, ils le font de manière beaucoup plus sournoise. C'est par le juridique. Absolument, oui, oui. Alors, la conception qu'on avait du droit en France, vous savez que la France, en Chine, la France, elle est décrite par un pictogramme qui signifie le pays de la loi. Le pays de la loi. Voilà, donc la France est assimilée à la loi. Et c'est vrai que on a dû notre rayonnement depuis la Révolution française au système juridique que nous avions mis en place et qui était un des meilleurs systèmes juridiques au monde, directement issu du droit continental traditionnel qui avait été généré pendant tout le cours du Moyen-Âge en Europe et qui a subi une sorte de qui a été magnifié en quelque sorte par ce qu'on a appelé le Code civil, en 1804. C'est le droit, 1804, le Code civil, c'est le droit continental. Oui, oui. Le Code civil de 1804 est l'aboutissement et la concentration effectivement à l'échelle nationale, mais d'un processus qui était issu du droit continental traditionnel et qui était en lui-même un droit équilibré de recherche de vérité, d'équité, et même s'il y avait des valeurs sociales que nous pouvons contester aujourd'hui, dans le cadre de la société à l'époque de laquelle ce droit s'est créé, c'était un droit d'équilibre et de recherche de vérité. Ce que n'a jamais été le droit anglais.
Alors là, on oppose le droit continental au droit anglais. Au droit anglo-saxon, absolument. Au droit anglo-saxon qu'on va retrouver dans toutes les colonies anglaises, donc l'Amérique, Canada, et qu'on Australie, retrouve etc. quasiment dans le concept de droit qui s'applique, dans de la réglementation et qui ne prend en compte le principe juridique que dans le cadre de l'intérêt privé qu'il peut générer pour des puissances d'argent. Donc le cadre juridique de l'Union européenne, c'est le référentiel anglo-saxon du droit anglais, c'est ça? Oui, absolument. Depuis que l'intégration européenne s'est faite et est devenue plus importante, eh bien, nous avons assisté à une disparition progressive du droit continental, du droit français, du droit commun en tant que droit civil, de sa transformation en droit commercial. Donc le droit commun est passé du droit civil au droit commercial. Aujourd'hui, il est régi de plus en plus par des principes généraux issus du droit commercial qui, je le répète, était un droit dérogatoire au départ. Et tout ça sur le modèle du droit anglais, effectivement. Mais alors là c'est un peu compliqué parce qu'on parle de droit et puis voilà. Mais là par rapport aux banquiers, il y a eu une modification très sournoise. C'est pour interdire la mise en cause par les citoyens des prêts d'argent qui ne sont pas adossés à des sommes d'argent. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? C'est que dans le cadre du droit civil, on a un droit qui s'appelle le droit contractuel. D'accord. Et dans le cadre de ce droit contractuel, il y avait, en cas de litige, une recherche de la cause qui avait généré les contrats. Okay. Et cette recherche de la cause, donc la notion de cause dans les contrats, a récemment, par une réforme législative de très mauvaise loi, été supprimée pour des raisons extrêmement qui tendent à la modernisation du droit et au fait que cette recherche de cause était prétendue et désuète. La suppression de la recherche de la cause dans les contrats en droit contractuel a été justifiée, a été imposée par le fait que les tenanciers du pouvoir, donc c'est-à-dire que les forces économiques qui dirigent la France, étaient inquiets du fait que les contrats de titrisation puissent être remis en cause par des organismes qui les avaient acquis sans savoir exactement à quoi ils s'engageaient. D'accord, donc la titrisation, c'est le découpage des dettes, mélanger les dettes en fait entre des dettes super pourries, moins pourries et très pourries, et finalement vendre ça sur les marchés à des assureurs. Oui, avec des cotations très bonnes, en disant ce sont avec des organismes de notation qui ont joué ce jeu de dupes et qui ont donné des bonnes notes à ces produits financiers synthétiques qui n'étaient en réalité que faits en grande partie de contrats pourris. Donc là c'était pour se prévenir. Donc la réforme du Code civil a été générée par une nécessité financière liée à des intérêts privés supérieurs. Il faut savoir que cette recherche de la cause aurait également pu, pour les citoyens et pour les particuliers, permettre, à mon sens, en tout cas on aurait pu tenter le cas, pu permettre une remise en cause des prêts. Des crédits. Des crédits. Des crédits immobiliers à la conso. Tout type de crédit, dans la mesure où les particuliers ou les entreprises auraient pu arguer d'une absence de cause à leur consentement, dans la mesure où ils pensaient que les banques avaient l'argent qui leur était prêté, oui, et que comme ils l'avaient, ils s'en privaient pour d'autres usages, et donc ça justifiait des rémunérations d'intérêt, ouais, alors qu'en réalité cet argent-là était créé in extenso à partir de rien en fait. Par la banque créancière. Donc c'est l'argent dette, ça c'est le principe même de l'argent dette. Absolument, c'est le principe de l'argent dette qui, je pense, aurait pu être mis en cause par justement cette recherche de la cause et de l'argumentation selon laquelle ces contrats n'étaient pas causés, dans le sens où en fait, cet argent n'existait pas au moment où les créanciers se sont engagés. Donc on aurait pu se faire rembourser tous les intérêts. On aurait pu le tenter. Maintenant, je ne vous dis pas que les tribunaux auraient joué ce jeu, mais en tout cas, c'était une argumentation juridique qui tenait la route.
Et là, donc en douce, ils ont changé ça. Forte à propos, n'est-ce pas, cette disparition de la recherche de la cause dans les contrats ne permet plus ce genre de recherche. Voilà. Et puis ça nous amène donc à la fin de la troisième sous-partie, la fin des États-nations par la fin de la souveraineté territoriale avec les eurorégions et puis le traité d'Aix-la-Chapelle. Dans la mesure, qui met un clou. Absolument. Dans la mesure où la souveraineté monétaire a disparu, la souveraineté par essence a disparu également. Le reste n'est plus que du détail et il est évident que l'intégration fédérale européenne aboutira à la disparition de la France en tant qu'entité territoriale centralisée. Et la première pierre de cet édifice a été posée par le président Macron qui a signé avec Merkel le traité d'Aix-la-Chapelle, qui vient d'être ratifié je le répète parce que c'est quelque chose d'absolument incroyable, par 471 députés qui ont ratifié sans discuter. Je crois que 8 députés se sont abstenus, enfin une plus que très très large majorité. Les députés ont ratifié la perte de souveraineté territoriale de la France. Donc là, c'est même pas de la collaboration, c'est l'abdication, on voilà. A la liste, de toute façon, maintenant avec Internet, oui. On va la conserver, cette liste des 471 traîtres à la nation et au peuple. Et si je peux ajouter juste une chose, il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. En fait, un État, le principe d'un État, c'est le principe, ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Donc, premier des pouvoirs régaliens, c'est celui de battre monnaie. Donc, si l'État ne peut pas battre monnaie, en fait, l'État n'existe pas en tant que pouvoir politique. Absolument, je confirme, puisque du pouvoir d'affectation monétaire dépend tout le reste. Alors, si vous n'êtes pas maître de l'affectation de vos richesses, vous n'êtes maître de rien. Et sans souveraineté monétaire, pas de démocratie. Pas de rien, en fait, pas d'État. Donc là, finalement, on arrive à la conclusion qu'on est une colonie de l'Europe, ou de Wall Street. Une colonie des puissances financières. Mais c'est la vocation des États occidentaux, je le répète, depuis l'avènement de la Révolution de 1789. Ça nous amène aux conclusions politiques, c'est-à-dire quelles conclusions politiques à tirer de tout ça, de toutes ces trahisons successives de ces pseudo-élites qui ont été à la gamelle, et qui continuent d'aller à la gamelle, et qui continuent à parler dans les médias. Cette abdication volontaire des dirigeants politiques face aux pressions des lobbies, face à la pression oligarchique, pour des enrichissements généralement personnels, bien sûr. Comment contre-pouvoir qui n'existe plus? Parce que le Parti communiste, en tant que structure organisée de contre-pouvoir, avec derrière tout le bloc soviétique, ça leur faisait peur, l'air de rien. Alors forcément, c'était pas Las Vegas, ils vendaient pas du rêve. Ça les gênait aux entournures, c'est-à-dire qu'ils avaient les mains moins libres pour agir comme ils l'entendaient, puisqu'ils avaient en face d'eux des forces coalisées et organisées et structurées. Aujourd'hui, avec la chute de l'Union soviétique, ces forces ont disparu, donc ils ont eu les mains libres pour finalement faire ce qu'ils voulaient sans aucune limitation. Alors le problème, évidemment, aujourd'hui on est en plein dedans. Il est vrai que vous, en tant que gilet jaune, vous me semblez être justement la force politique qui est en train d'émerger et qui pourrait mettre des bâtons dans les roues justement à cette toute-puissance des puissances financières. En réalité, quand les puissances d'argent veulent toujours s'enrichir, ont des intérêts privés, c'est vrai, mais le but ultime et leur vocation ultime est de prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir de façon officieuse depuis déjà fort longtemps. Maintenant, il est évident qu'arrive la période où ils vont revendiquer le pouvoir de façon officielle. Et nous en sommes quasiment à cette époque-là aujourd'hui. Vous avez Christine Lagarde qui vient très ouvertement. Ça nous avait déjà été annoncé, donc nous avions déjà été un peu préparés il y a quelques semaines, au fait que la Banque centrale n'allait plus, elle avait fait l'erreur de ne s'occuper que du problème de l'inflation et que maintenant sa vocation allait être de s'occuper beaucoup plus largement de l'économie à l'exclusion de la seule inflation. Donc ça, Banque centrale européenne. Non, oui, enfin Banque centrale européenne, mais c'est le principe de toute banque centrale, c'était
vocation aujourd'hui, ça va être beaucoup plus large de gérer l'économie. Donc non seulement le ministère de l'économie n'a plus de raison d'être avec l'existence, et également le ministère des Finances et tout l'État en intégralité, puisque la Banque centrale revendique maintenant officiellement une prise de contrôle politique directe. C'est de cette façon qu'il faut décrire la nouvelle vocation de la Banque centrale selon les principes de Madame Lagarde. Alors juste une petite incise, parce que j'ai découvert la dernière fois, c'était une réponse de France Info et de France 2 à la rumeur qui courait comme quoi il y aurait des propriétaires privés qui détiendraient des banques centrales. Et ça serait un hoax, ça serait une intox, ça serait une fausse information. Attention, t'es conspirationniste. Non, mais donc du coup, je pose la question à Madame Bugeaud, à qui appartiennent les banques centrales? Oui, alors la question n'est pas très bien posée et c'est la raison pour laquelle il est facile de se faire battre. Le problème de la Banque centrale, c'est que déjà, je l'ai bien expliqué, elles sont nées comme des banques privées. La Banque centrale française, toutes les banques centrales sont nées comme des banques privées. Alors, quand la Banque centrale française a été créée, la part qui était au pouvoir était majoritaire principale. Mais vous imaginez bien qu'un militaire ne connaissait rien aux affaires monétaires. Cette idée de banque centrale lui avait été susurrée par des banquiers qui voulaient gérer de façon centralisée la circulation monétaire et l'émission monétaire. Et donc, en réalité, depuis que nous avons affaire à la nouvelle organisation politique issue de 1789 sous la forme du régime parlementaire représentatif avec l'association des partis politiques, en sous-main, c'est les financiers et les principaux propriétaires de capitaux qui ont pris en main l'organisation de l'État. Donc, derrière qui nous est affiché, vous avez en réalité des gens qui apparaissent en sous-main et qui gèrent par le biais des lobbies, par le biais de leur position financière et de leur statut social, l'intégralité de l'État. Et c'est ce qui s'est passé en France. En France, et interroger des historiens, Annie Lacroix-Rice là-dessus, je vous en renvoie encore à elle parce qu'elle est très performante, elle vous expliquera que l'État français, pendant tout le cours du 19e et du 20e siècle, a été géré par les principales puissances financières. Que les postes principaux, les affaires étrangères, les finances, le ministère de l'Intérieur, tout ça ont toujours été aux mains des principaux, des gens qui dirigeaient. Comme Pompidou. Voilà. Donc en réalité, peu importe soit nationalisé comme apparemment elle l'est aujourd'hui, ou privatisée, puisque c'est l'État, l'intégralité de l'État lui-même qui est géré par les principales puissances financières. Et nous en revenons justement au fait que de la non-épuration. Ces gens-là n'ont pas été épurés, donc ils sont restés aux commandes. Alors tant qu'ils ont eu les mains un peu liées par des forces contraires qui s'opposaient à eux, ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus de pouvoir organisé et de contre-pouvoir si vous voulez. Donc le problème n'est pas de la propriété de la Banque de France, parce que effectivement ça peut se discuter. Le problème est de savoir concrètement qui la gère au quotidien. Mais c'est pas un problème de régime, de ce régime parlementaire représentatif ? Absolument, c'est un problème qui est lié à l'organisation de l'État tel que nous le connaissons, et c'est un problème qui est lié aussi à la disparition des contre-pouvoirs. Parce que même si vous avez un État vicieux, à partir du moment où les gens qui tiennent cet État sont tenus par des contre-pouvoirs, vous vous rendez bien compte, et c'est ce qu'on a connu en France, ils n'ont pas les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Alors qu'à partir du moment où ils n'ont plus de contre-pouvoirs, si l'organisation de l'État elle-même est vicieuse et le leur permet, eh bien c'est là qu'ils peuvent s'emparer de tout ce qui question. Oui, mais je tiens très rapidement à dire qu'au-delà de la Banque de France, il y a tout un tas de banques qui, elles, ont des capitaux privés. Enfin, la banque allemande, la Banque centrale allemande, la Banque centrale d'Angleterre sont des capitaux privés. Pas seulement. Vous avez aussi la Société Générale, la BNP, qui sont des capitaux privés. Et je tiens à dire que le principal actionnaire, notamment de la Société Générale, n'est pas l'État français, ni même les Français. Ce sont des puissances. Madame Bugeaud, moi il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est
politique. Finalement, il y a 2 degrés. D'après ce que j'ai compris, hein, dites-moi si je me trompe. Déjà, il y a le degré de quel régime parlementaire, quel régime politique. Est-ce qu'on est en régime parlementaire représentatif à l'anglaise, en fait, qui est un régime qui est adapté à l'économie et à la finance, au monde, qui favorise le monde de l'économie et de la finance. Et est-ce qu'on a ou pas en 2e niveau un contre-pouvoir efficace? On ne parle pas des pantins que sont la France Insoumise et le Front National. Ça, c'est des contre-pouvoirs qui sont en bois. Ça n'a rien à voir. C'est des contre-pouvoirs achetés, en fait. Oui, ça n'a jamais été des contre-pouvoirs. En réalité, l'instauration du parlementarisme représentatif a été fait donc, au moment de la Révolution française en 1789. Il est arrivé en même temps que la libéralisation de l'économie par les décrets d'Allard et la loi de Chapelier. Tout ça est un ensemble. Pour gérer ce parlementarisme dit représentatif, ce sont les partis politiques qui ont été organisés comme institutions intermédiaires. Voilà. Mais les partis politiques doivent se présenter à des élections. Il y a tout un processus derrière qui est extrêmement demandeur en termes financiers. Et en plus, dans ce régime, les élections sont incessantes, c'est-à-dire que vous avez une rotation du pouvoir politique tous les 5, 7 et éventuellement 10 ans. Mais de toute façon, on ne peut pas faire une politique d'un pays en ayant devant soi que 4 ans, ou même 5 ans, ou même 10 ans. Il faut une vision long terme. Il faut une vision long terme. Et donc, vous vous rendez bien compte que ceux qui gèrent la vision long terme ne sont pas ceux qui sont là en apparence, mais ceux qui sont en arrière-garde. Vous avez les hauts fonctionnaires et vous avez surtout les puissances financières qui permettent aux partis de se financer et qui en profitent pour leur donner des conditions. Mais alors, quels seraient les... Donc le régime parlementaire de type représentatif est vicieux. Il a été mis en place par les puissances d'argent qui ont commencé à prendre le pouvoir politique au moment de la Révolution française. Mais alors, on le remplacerait par quoi? Eh bien, écoutez, j'ai cru voir une première vidéo où vous parliez de mon livre, justement, et j'ai fait quelques propositions moi-même en ce sens. Je pense qu'il faut organiser politique dans le sens où il faut réorganiser la des grands intérêts qui traversent une société et que cette organisation doit être en effet verticale, hiérarchique et sous forme avec une représentation sous forme de mandat impératif, c'est-à-dire que cet mouvement ces types d'activités sociales ou politiques, économiques, enfin tout ce qu'on veut. Tous ces intérêts, ces différentes catégories d'intérêts seront eux-mêmes, s'autogéreront en interne et émettront un représentant qui sera tenu par un mandat impératif et révocatoire et révocable, bien entendu, dans les conditions de son élection. Enfin, de la façon dont il est en place, révocable dans les mêmes conditions, par les mêmes personnes, et lorsque le mandat impératif n'aura pas été respecté. Alors pour les différents intérêts, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer donc les intérêts, bon, on voit tout de suite les intérêts financiers, économiques, bon voilà, on a compris. Oui, mais vous avez aussi, la société, c'est aussi la culture, c'est aussi la santé, c'est aussi le patrimoine, c'est aussi... vous voyez, il y a tout un... En fait, l'essentiel des activités qui génèrent une cohésion sociale ne sont pas d'ordre économique à strictement parler. Et pourtant, ces intérêts-là sont les plus importants en termes de cohésion et donc en termes d'État et de conception de vie en commun, si vous voulez. Oui, mais attendez, mais ces intérêts peuvent être contradictoires aussi. Absolument, d'où l'intérêt d'un gouvernement et d'un régime de type dirigeant, enfin qui dirige et qui arbitre entre les différents intérêts de façon à garder un équilibre. Mais au moins ces intérêts-là sont représentés, alors qu'en régime parlementaire représentatif, il n'y a pas de représentation effective politique de ces intérêts, vous comprenez? Ils sont juste cachés par la corruption et... Mais non, ils sont juste inapparents, donc trop faciles à faire disparaître. Donc c'est la fin des partis politiques, Bien entendu.
des régimes, du régime des partis politiques, ces structures pyramidales, opaques et autoritaires. Mais alors, qu'est-ce que, pour vous, votre vision du pouvoir politique, c'est donc un arbitre entre les différents intérêts, collectifs d'intérêts qui traversent la société? Absolument. Apparemment, c'est aussi un pouvoir politique protecteur de ses citoyens. Ah bah oui, effectivement, c'est le rôle de l'État, c'est à la fois de réguler, de protéger, de punir aussi, et puis d'assurer une cohésion à l'ensemble, au groupe. C'est un État qui est visionnaire, qui remet le plan. Ah bah évidemment. Le plan, alors, 30 ans. Oui, alors on peut appeler ça autrement. De toute façon, ce qui est évident, c'est que dans le cadre de la reprise en main monétaire par le pouvoir politique, il sera très important de mettre en place des structures qui surveillent de très près l'affectation des richesses et l'excès de monnaie comme le manque de monnaie. Donc il y a une régulation très importante à mettre en place qui avait été faite sous le plan mais qui devra être réinstaurée de façon à suivre au plus près à la fois les besoins de développement économique et en même temps la régulation de la circulation monétaire. Donc là, c'est un État qui est donc protecteur, enfin le rôle du pouvoir politique, c'est au sein d'un État-nation, un État qui est protecteur, arbitre, visionnaire et responsable. Absolument, puisque justement, un des problèmes du régime parlementaire représentatif est d'avoir permis la décorrélation entre le pouvoir et la responsabilité. Puisque les détenteurs effectifs du pouvoir ne sont pas apparents, il n'a pas semblé souhaitable de rendre responsables des politiques qui ne sont que des pantins apparents dans l'exercice de leur mission. Donc en réalité, le pouvoir politique en France est dans une très large mesure décorrélé de la responsabilité qui devrait lui aller avec. Juste pour rebondir sur l'État visionnaire, il y a une association qui s'appelle les Colibris que je connais un petit peu qui parle de ça notamment, c'est-à-dire qu'en fait il faut repenser la politique pas sur simplement le mandat mais à long terme, c'est-à-dire quelles seront les conséquences, mais pas seulement pour la génération actuelle mais pour les générations futures. Et donc par exemple je reviens sur le phénomène au niveau, sur l'aspect agricole, c'est-à-dire que si on pense que mettre en place une politique agricole intensive avec des pesticides, etc., si ça a des répercussions négatives sur les générations futures, par essence, c'est une mauvaise profitable à court terme. Et voilà, parce que politique, c'est gérer les affaires de la cité, mais de notre génération et des générations futures. Chose que forcément les financiers ne peuvent pas voir. Mais il faut des hommes intègres et des femmes intègres pour faire ça. Quel processus pour les contrôler? Le mandat impératif. Il y avait un commentaire qui disait dans le mandat impératif et révocatoire, il doit y avoir des mesures entre guillemets punitives, à savoir les Kerguelen, les Kerguelen ou autres, mais en tout cas à mesure des dégâts causés. Mais forcément, ça sera possible de mettre les hommes politiques, on va dire entre guillemets, en prison si jamais ils ne répondent pas à leurs prérogatives qui doivent être le sens du bien commun. Absolument. Absolument. Il n'y a aucune raison logique valable pour que des gens en charge de l'administration du bien commun ne soient pas responsables de leurs actes à la fois professionnels et personnels. On n'a jamais vu ça. On est atteint un niveau structurel de corruption totalement inouï dans nos États. Madame Bugeaud, mort à la dette ou pas mort à la dette? Bien sûr, la dette est illégitime dans la mesure où elle n'a pas été générée par une entité politique légitime pour le bien commun et le développement de la société. Donc, alors, on peut parler du fait que, effectivement, la Banque centrale française a elle-même renoncé à tout le processus du circuit du Trésor qui permettait un financement étatique sain. Et d'un autre côté, pour tout ce qui est création monétaire temporaire, mais en tout cas bien effective pour ce qui est de la monnaie scripturale par les banques privées, il faut simplement constater que les banques privées ne sont pas des capitaux nationaux. Elles sont privées, elles sont internationalisées et donc avec des intérêts fort divergents de l'intérêt des Français. Donc
L'oligarchie croyait la partie gagnée, c'était la fin de l'histoire du politique. L'économique avait gagné. Et puis les gilets jaunes sont arrivés et là on est en train de réinventer avec nos faibles moyens, nos cerveaux limités de gueux, mais on est en train de réinventer la politique et la politique, pas la politique partisane, hein, pas tous des gamelleurs, des Mélenchon, des Marion Le Pen, tout ça là. Non, non. Non, nous on réinvente la politique au sens noble du terme. Absolument, vous réinventez le phénomène politique et ça c'est très important, c'est une innovation. Je pense que beaucoup même des pays étrangers suivent cette évolution de près et je pense que vous avez beaucoup plus d'adeptes et de gens qui vous sont favorables que ce que vous pouvez croire. D'accord, en tout cas merci, mort à la dette. On va montrer votre ouvrage, voilà. Alors, Valérie Bugeaud, les raisons cachées du désordre social, analyse de géopolitique, économique, juridique, pour aller creuser toutes ces données, toutes ces infos, toutes ces pistes. Voilà. Force et honneur, on ne lâche rien les amis. Vous étiez avec les Gilets jaunes constituants du 91, vous êtes la résistance, on ne lâche rien.